Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque dimanche pour ce spécial éducation. Merci pour votre fidélité et pour vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment retrouver le contenu de La vie en mieux spécial éducation sur l'appli Sud Radio et bien évidemment sur sudradio.fr. Question d'éducation. On a tous des questions, on a tous autour de nous des jeunes qui nécessitent d'avoir des réponses. Aujourd'hui, on va parler de nos inquiétudes face à la montée des réseaux sociaux sur les jeunes ados. Et on va répondre surtout à l'inquiétude de Claire qui nous écoute, qui est un ado de 14 ans, Elliot, qui passe en moyenne entre 5 et 7 heures sur les réseaux sociaux et qui est aujourd'hui en décrochage scolaire. Alors Snap, Insta, TikTok, évidemment, on va passer tout ça en revue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Claire, la réponse dans quelques minutes. La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour Johanna Rosenblum. Bonjour. Alors Johanna, vous êtes psychologue à Paris. Merci d'être là. Merci à Théodore qui a 20 ans. Bonjour. D'être venu me voir parce que lui aussi, donc un ado, il n'y a pas si longtemps, il devait être énormément sur les réseaux sociaux et peut-être qu'il l'est encore. Alors Théo, justement, je rebondis sur l'inquiétude de Claire là, qui a un fils, Elliot, qui passe entre 5 heures et 7 heures sur les réseaux sociaux à 14 ans. Ça te paraît fou? Ça te paraît normal? Ça me paraît totalement normal. Entre 5 heures et 7 heures? Ça me paraît... en fait, à cet âge-là, on a envie d'être... tous ses copains sont dans le même cas. Et donc, que ce soit pour communiquer, ça passe par les réseaux sociaux. Pour être au courant des références actuelles, c'est par les réseaux sociaux. Et donc, en vrai, c'est pas étonnant qu'il passe autant de temps. Je dis pas que ça devrait être normal. T'as commencé à quel âge, toi? Oui, au collège. Donc, je peux pas dire exactement, mais ouais, vers la 6e, 5e. Peut-être pas tout de suite autant. Parce que moi, c'était plus jeux vidéo, je pense, à cet âge-là. Mais après, oui, ça passe par les réseaux sociaux, c'est sûr. Et les réseaux sociaux, en fait, tu y vas au départ, c'est donc, OK, pour être en communication avec tes potes, ou est-ce que c'est pour aller voir des vidéos, c'est pour aller voir des influenceurs? Au départ, l'impulsion, c'est quoi? C'est surtout les potes? Oui, je pense au tout début, en tout cas, c'est pour être avec ses copains, pour pas se sentir laissé de côté, on va dire. Et après, tu découvres un peu le réseau social en question, je pense à Instagram, où tu peux voir différents contenus avec des influenceurs, certes, mais des vidéos en tout genre, quoi. Ouais. Donc, tu restes un peu scotché dessus pendant des heures et t'as l'impression de t'amuser. Et c'est cool. Et en fait, tu y passes tout ton temps. Ouais, c'est ça. Trop de temps. Johanna, 7 heures de réseaux sociaux, c'est classique? Non, ça reste quand même un petit peu excessif quand on imagine qu'à l'adolescence, à partir du collège, lycée, on peut passer à peu près 10 heures en cours, on va dire de 8 heures à 18 heures. Si on rajoute 7 heures de réseaux Non, mais c'est sociaux, dingue. on arrive à 17 heures, il reste plus que 7 heures dans la journée pour avoir des interactions sociales, faire du sport, faire ses repas, parler à sa famille, se laver, dormir. On est un petit peu dans le mésusage des réseaux sociaux, mais je comprends très bien le témoignage. En fait, il réside dans le fait qu'on perd toute notion du temps quand on est sur les réseaux sociaux, ça c'est la première chose. On transfère des activités qu'on pourrait faire en réel, c'est-à-dire des activités sportives. Finalement, on va suivre des tutos sur les réseaux sociaux, discuter avec ses copains, aller faire du sport avec eux ou les rencontrer dehors, et ça va devenir un groupe pour chatter, échanger avec eux. Donc on substitue une vie réelle à quelque chose qui est de l'ordre du virtuel, mais qui peut être aussi tout à fait satisfaisant. Et puis il y a cette perte de notion du temps avec, j'ai l'impression d'avoir passé 1 heure et quart sur les réseaux sociaux, et en fait j'ai passé 5 heures. Ça dit aussi quelque chose de la disponibilité des jeunes. Où sont les parents à ce moment-là? Pourquoi il n'y a pas suffisamment de sollicitations à l'extérieur pour leur donner envie de décrocher des réseaux sociaux? Ouais, mais c'est pas plutôt le soir, ça, Théodore? Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, on n'a pas le temps de faire tout. Et du coup, forcément, ça grignote sur le sommeil, je dirais. Bah et voilà, du coup, tu et te ça, couches facilement à 2-3 heures du matin pour rester plus longtemps sur son Non, tel. mais un collégien qui se couche à 2-3 heures du matin, c'est pas possible, ça. Non, c'est complètement inadapté. À cet âge-là, il faut encore environ 8 heures de sommeil
en continu parce que les collégiens sont encore en pleine croissance et c'est au moment du sommeil qu'ils grandissent et qu'ils solidifient, qu'ils consolident les notions qu'ils ont apprises. Encore une fois, comment se fait-il que quand on est au collège, on puisse jusqu'à 2 heures du matin être sur son téléphone sans que cela n'alerte personne? Donc, il y a un vrai travail de pédagogie à faire pour expliquer que c'est pas vraiment dans leur intérêt de rester si tard sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. Et peut-être quelques règles et interdits qui doivent être replacés un tout petit peu plus fermement de la part des parents. Mais on peut parler d'addiction, là, on est d'accord. C'est difficile de parler d'addiction. En général, on parle de mésusage des réseaux sociaux. L'addiction, ça voudrait vraiment dire que le jeune ne peut pas se passer, qu'il y a une forme de frénésie, de craving, c'est-à-dire d'envie irrépressible d'aller sur les réseaux sociaux au mépris d'autres choses, comme par exemple l'alimentation, l'hygiène. Donc, voilà, il faut évaluer. Est-ce qu'on est dans l'ordre du réflexe? Une fois que je suis dans mon lit, je sors mon téléphone pour parler plutôt que écrire, lire, écouter de la musique ou tout simplement m'endormir progressivement? Ou est-ce qu'on est dans quelque chose de compulsif? Si j'ai pas mon téléphone dans les mains, alors là, j'ai une flambée, par exemple, de l'anxiété. Oui, alors il y a quand même deux aspects qui sont à prendre en considération. Parfois, ça peut toucher les jeunes au niveau de leur scolarité et donc aller vers un décrochage scolaire, mais parfois ça entraîne aussi un mal-être. Quel est le profil de vos patients aujourd'hui? C'est plus, en fait, ils fichent plus rien à l'école et les résultats dégringolent, ou bien est-ce que c'est un mal-être soudain et que les parents n'arrivent pas à expliquer et dont ils ont du mal à sortir? Mais c'est très important de reprendre justement l'histoire de la consommation des réseaux sociaux et du numérique en général. On peut très bien se faire happer et avoir un plaisir à toutes ces applications, Snapchat, Instagram, parce que voilà, c'est aussi l'ouverture vers beaucoup de cultures, des nouvelles langues, des nouveaux amis, des choses qu'on ne pourrait pas faire et auxquelles on n'aurait pas accès dans la vie réelle. Dans ce cas-là, tout va bien, mais on peut contrôler d'autres choses, notamment chez les jeunes filles. On peut avoir à des moments où l'image de soi est un petit peu difficile, où on a quelques failles au niveau de l'identité, de l'estime de soi, une identification un peu problématique avec des images qui sont complètement des avatars de la réalité et qui vont créer soit des troubles du comportement alimentaire, soit de la dysmorphophobie, c'est-à-dire une idée où on se focalise sur un micro-défaut qui va venir focaliser toute notre attention jusqu'à créer des complexes énormes. Et au niveau de l'enseignement, normalement, on ne doit pas substituer encore une fois le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux au travail, mais il y a une réalité. Forcément, le temps de travail est phagocyté par le temps qu'on passe sur les réseaux Forcément. sociaux. Voilà. Il faut garder en tête cela et je pense que les choses ne sont pas incompatibles. C'est juste une idée de régulation. Puis quand on est adolescent, la régulation, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce qu'à cet âge-là, on a du mal à inhiber des comportements. Quand on a envie de consommer, quand on a envie des réseaux sociaux, eh ben, on y va au mépris d'une certaine logique qui serait de je fais mes devoirs, je prépare mes DM pour le lendemain et ensuite je diffère les réseaux sociaux pour y aller une fois que j'aurai tout Est-ce qu'au collège, est-ce qu'au collège, on a cette analyse? Impossible. On est d'accord? Impossible. Est-ce qu'on fait un planning? Tiens, là, je travaille et là... Non, c'est compliqué. Moi, en tout cas, pour moi, c'était très compliqué de faire mes devoirs déjà sans les réseaux sociaux, sans jeux vidéo, sans rien. Parce que t'as pas envie, t'as avec 13 ans, t'as d'autres choses à faire, enfin, dans ta tête. Et donc ça, c'est compliqué. Après, moi, je trouve qu'il y a certaines applications qui sont qui sont, pour revenir sur le sujet de l'addiction, qui sont plus addictives. Ouais. Par exemple, moi, je sais que TikTok, je me suis rendu compte que j'en passais vraiment plus de 5 heures par jour facilement dessus. J'ai supprimé. Et en fait, instinctivement, après, ton pouce cherche l'application. Supprimé à quel âge? Ouais, 17, 18 ans, mais pour ensuite la réinstaller de temps en temps. Mais c'est mais l'addiction est réelle avec cette application. Instagram, Snapchat, ça va. Mais moi, je trouve que TikTok, c'est vraiment abusé. Qu'est-ce que vous dites, Johanna, à vos jeunes patients qui n'arrivent pas à se détacher de ces applications? Et je dis la même chose à mes enfants. À l'âge du collège, c'est vrai que c'est difficile de raisonner, demander à un préado qui découvre plein de choses de se réguler par lui-même. Donc, on doit vraiment mettre les parents dans la boucle. Ces parents doivent reprendre un petit peu le lead. Mais c'est pas pour être, si vous voulez, contrôlant
ou sévère, c'est vraiment faire de la pédagogie, de la prévention, dont on est dans quelque chose de positif. Donc, c'est plus un accompagnement. Et puis après, naturellement, au lycée, les choses se régulent d'elles-mêmes. Vous voyez, moi, hier soir, j'étais avec ma fille qui était un petit peu, voilà, de temps en temps, qui scrollait sur les écrans, sur Instagram. Et en fait, à un moment donné, c'est affiché que le temps d'écran était terminé. Et je lui dis, mais comment ça se fait? Et tout ça, elle me dit, voilà, maintenant, par rapport à mes études, je vois que je me rends même pas compte. Je scrolle super vite, il faut les voir, hein, bim, 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 ça va super vite. Et donc, d'elle-même, elle s'est limitée un temps d'écran. Donc, je pense que tout cela va aussi avec la maturité, l'âge de développement. On peut aussi leur faire un peu confiance. Avec la maturité, c'est sûr. Mais je pense que quand on est au début du collège, 11 ans, 12 ans, qu'on commence à avoir un portable entre les mains, c'est à ce moment-là, je pense que pour nous, parents, en fait, il y a des règles à poser. Alors peut-être que ça passe par essayer de leur faire peut-être plus d'activités pour qu'ils passent moins de temps sur leur téléphone. Mais je pense que c'est à ce moment-là que le mauvais pli, entre guillemets, se prend et que ça devient compliqué si on ne fait pas quelque chose. Oui, mais pardon, vous savez qu'il y a plein de collégiens qui sont très en demande de ça, hein, et qui me disent, mais moi, mes parents, ils n'ont qu'à me prendre mon téléphone à partir de 21h30 et je ne serai pas sur les applications. Donc, il faut me présenter ces collégiens. Non, mais c'est vrai, c'est difficile de résister. C'est des âges où c'est difficile de résister. Donc, il ne faut pas hésiter en tant que parent de se dire, voilà, jusqu'à 21h30, c'est OK. Puis après, moi, on prend tous les téléphones. Et puis aussi, donner l'exemple. On ne peut pas soi-même être sur les réseaux ou passer sa soirée au téléphone ou sur les applications et demander à son enfant de prendre un bouquin. Donc, il faut être un petit peu exemplaire aussi. Bon, allez, on reste ensemble. On laisse passer une petite page de pub. On se retrouve dans quelques minutes. Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. La vie en mieux spéciale éducation, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Nous parlons des conséquences de la surconsommation des réseaux sociaux sur les adolescents, tout particulièrement entre 12 ans et 17 ans. Ils sont 90% à les utiliser en moyenne 3h30 par jour. À mes côtés, Johanna Rosenblum, psychologue à Paris, et Théodore, 20 ans, étudiant en école de commerce, avec qui nous allons essayer de mieux comprendre cette addiction, je dirais, parce qu'au collège, c'est vraiment une addiction, et ses comportements face aux réseaux sociaux. Selon un sondage Ipsos, le savez-vous tous les deux, réalisé à la rentrée 2024, 80% des Français aimeraient que les réseaux sociaux soient interdits aux enfants de moins de 14 ans. Ça vous semble possible, ça ? Non. L'interdiction ? C'est impossible. Avec Internet, aujourd'hui, c'est si un enfant, parce que cet âge-là, c'est un enfant, oui. Veut avoir accès à Instagram, je ne vois pas comment c'est possible de l'interdire, à part mettre une réglementation avec comme des applications pour louer des scooters, par exemple, où il faut scanner des documents officiels. Bah oui, parce que normalement, c'est interdit aux moins de 13 ans. Donc, normalement, jusqu'à la 4e à peu près, on devrait... Je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'avec Instagram, c'est mondial. C'est pas qu'en France où... Donc c'est plus dur d'instaurer ça, et surtout que Instagram, ils perdent de l'argent en faisant ça. Donc ce ne sera jamais interdit. Je pense pas. Johanna, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce serait une bonne chose d'interdire avant 14 ans ? Je suis d'accord avec Théodore. Je suis pas pour les interdictions. Je trouve que c'est lutter aussi contre quelque chose qui appartient à leur monde. Si on n'arrive pas à bien utiliser les réseaux sociaux, à bien les aider, c'est parce que nous, en tant que parents, on est peut-être un petit peu largués aussi. Donc, ils sont nés avec des smartphones, ils sont nés avec ces applications, avec les réseaux sociaux. C'est extrêmement riche. Moi, je trouve ça formidable. C'est juste apprendre à les utiliser pour pas tomber dans un mésusage qui pourrait avoir des conséquences psychologiques sur leur santé mentale, l'image qu'ils ont. C'est parce que... Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est à cet âge-là qu'on apprend à les utiliser. Et après, plus tard, on peut, c'est vraiment un outil. Moi, je sais que les personnes qui sont fortes en informatique dans mon milieu d'études, elles ont un coup d'avance sur les autres. Parce que elles sont plus à l'aise avec les outils, ouais, comment utiliser, comment faire de la pub, et ça va plus vite. Et même avec l'utilisation des IA après, enfin c'est un autre débat ça, mais c'est que ça va plus vite et ils ont un coup d'avance sur les autres. Donc, mais on peut comprendre quand même que certains parents soient un petit peu totalement désorientés quand ils ont un enfant qu'ils voient sombrer
avoir des notes qui chutent, se replier sur lui-même et se sentir totalement impuissant. On peut comprendre que ce soit pas facile et finalement de restaurer, c'est pas si simple que ça. Et donc, moi, je comprends que ce soit aussi un sujet parce que finalement, tous les jeunes ne sont pas. Il y a des jeunes qui sont très structurés, qui ont une méthode en eux, qui vont être capables de gérer ce temps. Moi, je connais des jeunes ados qui savent mettre leur portable de côté pendant la période pendant laquelle ils vont travailler. J'en connais qui sont incapables de faire ça parce que la tentation est plus forte que le travail, même si tu sais que tu vas te faire disputer après. Donc, c'est pas si simple, Johanna. Oui, c'est pas si simple, mais vous savez, il y a quelque chose de très spécial avec l'utilisation des réseaux sociaux et du téléphone en général dans la tête des parents. Un parent qui laisse son téléphone, son smartphone ou qui laisse son ado sur un téléphone, comme il est à la maison, il se dit que son enfant est en sécurité puisqu'il est assis sur le canapé ou qu'il est allongé dans sa chambre. Donc finalement, le téléphone, il n'y a rien de dangereux. Pendant ce temps-là, il va à ses occupations, travailler, être dans la cuisine, être avec ses amis. Mais pour lui, l'enfant est en sécurité. Il n'est qu'avec son téléphone. Ouais. Quand on prend l'exemple, par exemple, du cyberharcèlement ou de la cybercriminalité, est-ce que vous laisseriez, vous, votre enfant, assis sur un banc, dans un jardin, à parler à des inconnus, à envoyer des photos ou recevoir des photos qui ne sont pas de son âge? Jamais de la vie. Et pourtant, quand on abandonne un enfant sur certains sites, eh ben, c'est ce qui se passe, version numérique. Mais ce n'est pas parce que c'est version numérique que c'est moins dangereux. Et ben, si on laisse son enfant aller sur les réseaux sociaux, sur certaines applis ou je sais pas quoi, à 12 ans, 13 ans, et ben, il n'est pas plus en sécurité que si vous le laissiez dehors avec des étrangers. Mais c'est exactement ça. Donc, il faut regarder bien sûr. Combien de temps il le fait, à qui il parle, c'est le rôle des parents à bien éduquer leurs enfants, à bien sensibiliser leurs enfants, à mettre des règles, un cadre. De la même manière qu'on dit, OK, tu peux sortir à 18h, mais à 19h45, max, tu es à la maison. Et bien, OK, tu peux aller sur Instagram, mais dans 45 minutes, je frappe à ta porte et on passe à autre chose ensemble. Absolument. Donc, les parents doivent avoir un regard sur cet outil parce que c'est un outil qui peut être détourné et encore une fois, on ne laisserait jamais nos enfants faire ce qu'ils font sur les réseaux sociaux dans la vie réelle sans avoir un regard dessus. Alors ça, c'est un point qui est particulièrement important et je pense que s'il y a vraiment une vigilance que les parents doivent avoir dès le tout début du collège, c'est justement cet aspect, c'est-à-dire les sensibiliser, parce que malheureusement ça existe, au vol d'identité, aux prédateurs qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'une invitation d'un mec qui a l'air sympa, qui a l'air d'avoir ton âge et qui finalement derrière se cache un prédateur. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est très important et auquel j'ai l'impression que les parents ne sont pas si vigilants que ça. C'est juste par cet effet de comme il est à la maison avec son téléphone, il ne se passe rien de grave. Et si on prend le cas par exemple du cyberharcèlement, vous savez, quand on parle souvent de l'effet de masse. Alors c'est vrai que quand il y a 20 enfants dans une cour d'école qui s'attaquent à un, on identifie bien le phénomène de harcèlement. Mais quand on est sur un groupe WhatsApp, Insta ou Snapchat pour discuter avec un groupe, eh ben on se rend compte un petit peu moins facilement que soi-même, sans trop s'en rendre compte, on fait partie d'une mécanique de harcèlement à l'égard d'un enfant qui va être stigmatisé. Tout cela parce que, encore une fois, les choses ne sont pas réelles. On ne fait pas partie numériquement d'un groupe. On n'a pas 15 copains à côté de soi contre un. On est tout seul dans sa chambre. Donc, on n'a pas le sentiment forcément de contribuer à du harcèlement numérique. Absolument. Donc, c'est une pédagogie à faire, une sensibilisation à faire. C'est notre rôle en tant qu'adultes. Les enfants, les jeunes, les ados, ils s'accaparent d'un outil formidable. Ils dépassent quelque part l'utilisation que nous, on parvient à faire mais, de ces outils-là, mais c'est parce qu'ils sont nés dedans et qu'ils ont développé des capacités supérieures aux autres. À nous de nous intéresser à tous ces sujets. Est-ce que, Théodore, toi, parmi tes amis, ou même il y a quelques années, tu as l'impression que vous aviez conscience de l'aspect dangereux, ou est-ce que vous avez l'impression d'être toujours qu'entre vous? On savait qu'on n'était pas contre nous et que plein de gens pouvaient voir ce que tu postais sur les réseaux, etc. Maintenant, est-ce qu'on avait conscience du danger? Non. Parce que en fait, c'est que des chiffres, c'est pas. Je suis d'accord, parce que si tu vois, il y a 100 personnes qui ont liké ta photo, c'est un chiffre, enfin, c'est dans ta chiffre, c'est un nombre, tu t'en rends pas vraiment compte. Donc, non, je pense qu'on se rendait pas forcément compte du danger et on savait même pas qu'il y en avait un.
Et maintenant, avec l'âge, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué, pas du tout. C'est plus facile de reconnaître ça et de s'en rendre compte. Maintenant, j'ai pas non plus 35 ans. Mais c'est vrai que comparé à il y a 3 ans, quand j'étais au lycée, rien à voir. En tout cas. Parce qu'il y a quand même une étude en 2024, l'étude JEDA, qui montre qu'un tiers des jeunes Français considèrent la souffrance liée au cyberharcèlement comme extrême. 53% des victimes déclarent avoir perdu confiance en eux, avoir des difficultés scolaires, et 29% ont même pensé au suicide. C'est complètement dingue quand on prend connaissance de ces chiffres. Est-ce que vous avez le sentiment, Johanna, que finalement nos politiques, nos dirigeants sont suffisamment actifs sur ce sujet de précaution? Mais non, on ne fait pas suffisamment de prévention. Mais je confirme ce que vous êtes en train de dire. Être harcelé sur les réseaux sociaux, c'est pas moins violent que d'être harcelé dans la rue. Recevoir un nude ou une vidéo à caractère sexuel, c'est pas moins traumatisant que de se faire agresser sexuellement dans la rue. On est vraiment sur les mêmes dangers, avec le risque de l'anonymat, de la diffusion en masse sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la perte de contrôle de nos données personnelles. Donc le danger, à la limite, il est encore plus grand, et les conséquences sont tout aussi graves que les conséquences qu'on peut subir dans la réalité. Est-ce que vous n'avez pas peur que justement, avec l'évolution de l'intelligence artificielle, tous ces problèmes peuvent s'accentuer ? Non, j'ai pas peur, parce que je sais qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, que les choses se développent, qu'on travaille à de nouveaux outils, on est tous très paniqués parce que on a l'impression que c'est un danger supplémentaire. En vérité, c'est un outil supplémentaire qui peut avoir des dérives, qui peut aller vers des mésusages. À nous de prendre pleinement conscience des dangers, à nous en tant que parents de nous accrocher à ces nouveaux outils qui sont à disposition de nos enfants, et rester quelque part hyper attentif, hyper concerné, et tout se passera bien. Alors, on va bientôt se quitter. Théodore, si tu étais papa, là, qu'est-ce que tu ferais avec un jeune qui passe 5 heures sur les réseaux sociaux? Tu fais quoi? Comment tu lui dis? Parce que la plupart des parents n'y arrivent pas, donc qu'est-ce que tu lui dis? Moi, je pense que ça passe par le sport. Si tu le fais, si tu lui ou la fais faire du sport toute la journée, dès qu'elle sort des cours de 18 à 20 heures, imaginons, déjà c'est une activité sportive, donc ça peut être que positif. Et en plus de ça, ça enlève 2 heures de temps qu'elle peut passer sur TikTok ou sur Insta. Le sport, c'est une bonne idée. Merci Théodore, merci Johanna Rosenblum, psychologue à Paris, d'avoir été avec moi pour ce sujet, les réseaux sociaux et nos ados. On se retrouve dimanche prochain. Bonne semaine à tous. Academia vous a présenté La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully.